Merci à vous. Alors Amélie Ferret, bonjour. Vous êtes responsable du laboratoire de recherche sur la défense au Centre des études de sécurité à l'Institut français des relations internationales. Bonjour. Bonjour. Et Jean-François Ripoche, bonjour. Vous êtes directeur en charge de la recherche, technologie et innovation, et ceci au sein de l'Agence européenne de défense. Bonjour à vous. Bonjour. Alors on est parti pour 20 minutes de table ronde. On sera rejoint au bout de 20 minutes par le vice-président de la ministre de l'économie en charge du déminage. Vous savez que la vice-présidente a été obligée d'annuler sa participation pour cause de réunion urgente avec le président Zelensky et on savait que ça pouvait arriver. Donc évidemment, on pense à eux. Et bien, on va débattre déjà ensemble. Et j'ai une première question pour vous, Amélie Ferret. Quels sont les défis face aux nouveaux conflits dont on a pu parler en première partie de conférence de presse? Quels sont-ils, ces nouveaux défis? Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà caractériser les conflits qui sont les conflits d'aujourd'hui. Et je crois que ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des conflits qui sont protéiformes, qui prennent à la fois la forme de conflits dits de haute intensité ou de guerre à parité. On voit deux armées étatiques qui s'affrontent, comme c'est le cas en Ukraine. Et donc là, ça pose une question aux pays de l'Union européenne qui est celle de la masse, c'est-à-dire que est-ce qu'on a suffisamment de masse pour faire face éventuellement à un conflit de ce type? Et ça, donc la réponse à cette question appelle justement une remontée en puissance de l'industrie de défense européenne et du coup française. Une industrie de défense qui par ailleurs, ça a été rappelé, doit être suffisamment agile donc pour absorber ces commandes supplémentaires éventuelles, mais aussi qui doit être capable d'identifier ces dépendances, puisque aujourd'hui on a aussi une forme d'arsenalisation des flux économiques et commerciaux qui fait que y a tout un sujet sur est-ce qu'on a assez de terres rares, mais aussi de semi-conducteurs pour faire en sorte que notre industrie de défense puisse répondre aux exigences de défense de la nation. Sur le temps long. En plus. Sur le temps long, mais aussi sur le moyen terme. On a également la question d'avoir un outil de défense qui soit capable de remplir un rôle de signalement stratégique, c'est-à-dire de faire des exercices qui signalent à nos compétiteurs notre détermination, nos lignes rouges, mais aussi qui soit crédible, notamment dans tout ce qui est dissuasion, puisqu'il y a une nouvelle grammaire nucléaire qui est en train de se faire à l'aune du conflit en Ukraine. Parallèlement, on a aussi des conflits qui sont dits hybrides ou une forme de conflictualité hybride, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le cinétique, donc l'armement lourd, mais on a aussi du non cinétique, donc de l'immatériel. Et là, je pense qu'il faut être très soucieux de pouvoir faire face à toutes les tentatives de déstabilisation qui frappent à l'intérieur de nos sociétés. Donc je pense à la désinformation, à l'utilisation des réseaux sociaux. On a vu justement que nos adversaires n'hésitaient pas à taper là où il y avait des divisions dans la société, et donc il faut vraiment renforcer le lien armée-nation, faire en sorte qu'il y ait un esprit citoyen qui soit à la fois critique vis-à-vis de ces fausses informations, donc qui soit formé, mais aussi qui soit capable de comprendre ce que c'est au niveau stratégique, c'est cette nouvelle forme d'hybridité, et qui soit capable donc de répondre aussi présent dans ce contexte-là. Il faut que cette société, elle soit mature en fait. Tout à fait. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Quand finalement c'est le rapport de force qui fait loi et pas la loi. On est mature, nous? Je pense que oui, on va dans la bonne direction. Et en tout cas, Eurosatory, c'est justement l'occasion pour la presse généraliste, pour tous les citoyens, pas que pour les spécialistes, de maturer la réflexion sur les sujets de défense actuels. Alors, Jean-François Ripoche, quelles peuvent être, au pluriel, les réponses de l'Europe face
à ces nouvelles formes de guerre? Et juste avant que vous répondiez, j'adresse quand même un message à tous ceux qui nous écoutent. Il va y avoir une série de questions-réponses une fois qu'on aura discuté et avec le vice-président du ministre de l'économie. Préparez déjà vos questions-réponses et si c'est pour l'Ukraine, c'est en anglais. C'est déjà pas en ukrainien, mais c'est en anglais. Merci beaucoup. Alors, quelle réponse de l'Europe face à ces nouvelles formes de guerre? Alors, d'abord, l'Europe, elle a adopté ce qu'on appelle une boussole stratégique, un peu l'équivalent d'un livre blanc qui donnait les grandes directions. Et évidemment, elle tire aussi les leçons des conflits, comme celui en Ukraine, ou des missions qu'elle soutient en Afrique ou dans le golfe de Guinée ou dans le golfe Persique, pour décliner ce qu'on appelle des priorités capacitaires au niveau européen. Je citerai quelques caractéristiques de ça. D'abord, la volonté d'intervenir sur tout le spectre. Il faut tout maîtriser aujourd'hui dans la défense. C'est un peu en écho à ce qui a été dit sur... donc de la haute intensité jusqu'au conflit hybride. Il faut combiner la qualité et garder l'avantage technologique et être capable d'avoir la quantité. Donc il y a une question aussi que ces systèmes soient entre guillemets abordables. Il faut pouvoir les acquérir en quantité. Il faut combiner le court terme et le long terme. Et le court terme, ça peut être, comme on l'a vu, le recomplètement des stocks de munitions tout de suite et dans la durée. Et puis, il faut aussi préparer l'avenir parce que il est aussi très incertain et les conflits d'aujourd'hui ne sont jamais les conflits de demain, malheureusement. Et donc, le rôle que l'Europe se voit jouer, c'est d'abord d'harmoniser les besoins, d'avoir moins de spécificités nationales et plus de choses ensemble. Et de continuer à développer, et pour faire ceci aussi, derrière, faire de la recherche, du développement en commun, et regarder l'innovation, c'est-à-dire aussi s'ouvrir à tous les domaines où peut-être c'est le monde civil qui investit plus, mais néanmoins la spécificité de l'action militaire va requérir une adaptation et un investissement. Et il y a aussi besoin de savoir, il y a beaucoup de promesses peut-être dans le monde civil, par exemple dans le digital. Il faut vérifier que ça répond à des besoins militaires et que ça va être robuste. Alors comme exemple, on peut citer la lutte anti-drone, c'est un exemple. Il y a des besoins tout de suite. On voit que c'est une permanence, adaptation de la menace et des réponses. Il y aura aussi des nouveaux besoins dans le futur et donc il faut faire les deux. Mais vraiment, comme je l'ai dit, c'est dans tout le spectre et dans tous les milieux, ça a été aussi dit en introduction. Terre, air, mer, l'espace est confirmé comme un milieu en tant que tel, le cyberespace aussi. Et vraiment, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas besoin d'intervention et où la coopération et l'Europe est une partie de la solution. Amélie Ferret, quels sont les enjeux et les impacts en matière écocide? On va le faire en 3 fois, avant, pendant et après les conflits. Donc on va parler déjà de avant les conflits. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut anticiper? Alors justement, je dirais que c'est une des spécificités de l'industrie de défense européenne, c'est qu'en fait, en Europe, on a tout un ensemble normatif qui nous permet d'identifier les matériaux qui posent problème pour l'environnement, de les répertorier, de les enregistrer et de savoir comment les traiter, notamment quand ils sont utilisés donc, dans des systèmes d'armes. Donc voilà, avant les conflits, le premier travail, c'est donc de faire une cartographie ou un inventaire de quels sont les matériaux ou quels sont les systèmes d'armes qui posent problème et comment pallier ces problèmes. Je pense notamment à la directive REACH, qui est donc une directive européenne qui a été prise en 2006, qui vise à identifier, comme je disais, certains matériaux, notamment tout ce qui est des matériaux qui sont utilisés pour les munitions. Et il y a eu un effort tout à fait sérieux et qui a aussi été coûteux au niveau monétaire, qui a été fait par l'industrie de défense et je crois qu'on peut le saluer pour aller dans cette direction. Il y a d'autres initiatives qui sont prises. Ça a été mentionné. Je pense à l'éco-conception qui est mis en place notamment par la DGA, la Direction Générale de l'Armement en France, qui vise à concevoir dès le début d'un système d'armes ou d'un outil qui va être utilisé dans le monde de la défense, donc se
comment concevoir des systèmes en accord avec nos valeurs et notre volonté justement d'avoir une action en termes environnementaux. Et donc ça, c'est le premier point sur avant, je dirais. Mais alors, quand vous dites en accord avec nos valeurs, oui. On n'a pas tous les mêmes valeurs d'un pays ou d'un continent à l'autre. Ça veut dire que vous dites qu'il faut acheter européen ? Alors, on a quand même des obligations qui sont prises au niveau des États. Il y a eu quand même des COP qui ont été prises donc, au niveau des États. Au niveau de l'Union européenne, il y a tout un travail normatif qui est fait pour faire en sorte qu'il y ait des normes environnementales qui soient identifiées et acceptées par tous. Il y a des groupes d'experts qui travaillent justement pour identifier ces normes. Et effectivement, le acheter européen en termes d'industrie de la défense, c'est aussi acheter des armements qui sont en accord avec cet objectif politique plus large qui a été pris à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Alors, on va prendre un exemple d'un navire de guerre. Aujourd'hui, on sait construire et déconstruire ou démonter ce navire sans que ce soit écocide ? Alors, on réfléchit justement à la construction et on identifie les matériaux qui sont utilisés dans la construction de manière à réduire le coût écologique de la construction d'un navire. On y a tout un travail d'alternative, par exemple, qui est fait. Et on sait aussi démanteler effectivement des navires dans des chantiers, notamment en France, qui du coup sont respectueux de l'environnement et qui sont en cohérence avec nos normes là-dessus. Alors, pendant le conflit maintenant, temps 2, qu'est-ce qu'on fait pendant le conflit ? Alors, pendant le conflit, on essaie justement de ne pas utiliser des armements qui posent problème. Je pense à des armements qui sont utilisés pour percer des blindages comme des munitions avec de l'uranium appauvri. On essaye de réfléchir justement à des alternatives. Il y a eu toute une controverse sur l'utilisation du phosphore blanc pour désigner des cibles, mais aussi pour éclairer des tunnels. Et donc, on essaye d'utiliser d'autres types de matériaux qui ne posent pas problème pour l'environnement. Comme le napalm. Oui, on n'utilise pas le napalm, qui est une arme incendiaire, donc c'est pas exactement le même. On est bien d'accord. Et puis alors, il y a après. Comment on accompagne les populations et comment on accompagne les pays pour réparer l'environnement qui a été souillé pour les rivières, détruit pour les champs. Comment on fait ? Alors justement, ça c'est un des grands pans de l'action environnementale que peuvent avoir les armées. C'est-à-dire qu'on a dit, donc il y a avant le conflit, il y a pendant le conflit, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle le post-bellum, c'est-à-dire après le conflit. Et donc c'est l'idée de faire en sorte que une fois que la sécurité et la paix a été rétablie, on soit dans un environnement qui soit vivable pour les populations civiles. Et aujourd'hui, il y a un grand chantier qui est celui du déminage, puisque par exemple on a vu en Ukraine